Voilà, team. Bon, je vais attendre 2 minutes parce que un petit peu en avance, mais tant que les gens arrivent. Normalement, tout devrait être good niveau son et tout. Dites-moi si c'est pas le cas. Ah bah je ferais un peu chier du monde si j'étais chauffeur de bus en effet. Bon, quoique, en vrai, à Marseille, c'est un peu ça, hein. Des fois, ils sont très en avance, des fois, ils sont très en retard, ils sont jamais trop ponctuels, hein. Du coup, cette vidéo slash live, ça sera pour faire des agents IA. J'ai estimé 1 heure et demie. Je vais essayer de pas trop dépasser parce que j'ai un truc après à faire. Mais normalement, ça devrait le faire. Et on fera quand même un peu plus de pratique que d'habitude, je pense, sauf si ça va mettre 15 ans ce que je vais vous expliquer. Mais déjà, avant toute chose, ça sera un petit peu un niveau avancé. Je vais pas reprendre non plus les bases des IA ou des API du JSON, etc., etc. C'est pour ça que je vous ai mis les 2 vidéos là pour comprendre. Donc si jamais vous êtes complètement perdu sur cette vidéo, c'est pas grave. Regardez les 2 d'avant et après vous reviendrez et ça sera un petit peu mieux. Pour ceux qui ont déjà fait du make, pour ceux qui ont déjà un peu pratiqué les tools make, l'automatisation NUITN avec les IA et tout, ça devrait pas poser de problème. Peut-être qu'il y aura quand même des trucs nouveaux, notamment tout ce qui est la création de RAG, les bases de données vectorielles, ce genre de petites choses sympathiques. Ça, pour le coup, il se peut que pas grand monde connaisse. Donc, je vais essayer de le faire le plus friendly possible. Bien entendu, tout ce que je dis ici, prenez pas pour argent comptant, hein, faites vos recherches aussi.
Mais j'ai quand même demandé, bah, du coup, aux IA, je suis allé regarder un petit peu ce que faisait Langchain et aussi, pas mal de cours à ce sujet aussi. Et bien sûr, la pratique, bah, classique, que tu fais, quand tu débugs, quand tu veux tester des nouveaux trucs. C'est avec ça qu'on apprend, le mieux. Donc rapidement, je vous fais le plan. Je l'ai fait en 3 étapes. Donc d'abord le contexte, un peu vous expliquer tout ce qui est, les petits termes un peu techniques. Ensuite le fonctionnement, comment ça marche un LLM, dans le détail, parce que j'ai en fait, en préparant le live, bah, en fait, à un moment donné, je me suis dit: «Bah, vas-y, pourquoi pas demander directement à Claude comment il ferait s'il a des outils?» Donc sachant que dans le chat de Claude et ChatGPT, ils ont des outils, notamment pour générer du code, générer des diagrammes et cetera. Donc ça, je lui ai demandé. Je lui ai demandé, dans 2 temps et après du coup, on fera un petit exemple sur NuTel, je vous montrerai ce que j'ai déjà fait et après je vais vous donner des petites ressources, des petits tips directement pour, soit intégrer dans NuTen, soit faire, autrement. Mais, ça pourra toujours, vous servir. Donc donc en plus, c'est bien qu'on parle des agents, parce que là, bon, du coup, on est le 31 janvier. S'il faut, la semaine prochaine, va y avoir une dinguerie, hein, comme d'hab, tout ce que j'essaye de faire, j'essaye que ça dure dans le temps le plus possible. Mais, étant donné que DeepSeek a annoncé son modèle, de résonance, le Reasoning, qui concurrence, O1 et qu'en plus on peut utiliser gratuitement, bon, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas tester, quoi?» Donc malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de tester DeepSeek R1 parce que j'ai eu des petits soucis avec, le modèle justement. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais il y a quand même des alternatives pour le faire fonctionner dans N8N et après je vous donnerai les petites techniques pour pas payer. Parce que si vous regardez les prix des API pour OpenAI O1, c'est 15 de millions de tokens en input et 60 à la sortie. Donc faut quand même être motivé pour, faut vraiment être sûr que le frérot, il te sorte bien le bon truc que dont tu as besoin, quoi. Tandis qu'avec DeepSeek, sur une plateforme, ah bah, du coup, c'est gratuit. Donc ça fera quand même, pas mal d'économies. Bref, assez parlé. Donc contrairement aux agents, enfin pas aux LLM normaux, type Claude, type ChatGPT, type Gemini, dans leur fenêtre, bah, de site en fait, où juste vous conversez, c'est complètement différent d'un agent IA, même si, bon, sur certaines plateformes, on peut un petit peu bidouiller pour, donner certains outils, aux IA, c'est pas fait pour ça. Là, vraiment, les sites classiques, ce sera pour, chatter, converser, brainstormer et cetera. Là, ce qu'on va voir, c'est vraiment que l'IA utilise vos outils, lise vos datas, écrit vos datas, supprime vos datas, directement dans les outils. Et le principal, avantage des agents IA, c'est que du coup, on peut en créer plusieurs et chaque agent, a un rôle spécifique, a une tâche, un contexte, qui lui est unique en fait. Donc ça évite de donner, bah, d'utiliser par exemple ChatGPT pour un truc ultra précis, si, bah, lui dans son contexte, il va encore, bouffer, d'autres types de contextes pour essayer de vous répondre, parce que vous savez que c'est une prédiction de token, donc il essaye de vous répondre le plus possible. Et alors les API de DeepSeek, oui, sur DeepSeek, mais si moi j'utilise pas DeepSeek, j'utilise OpenRouter, je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Et pour le moment c'est gratuit, donc autant en profiter. Et le but en fait des agents IA, c'est qu'on va pouvoir du coup améliorer son contexte. Donc vu qu'on vous souhaite qu'il fasse qu'une seule tâche, autant essayer de le contextualiser le plus possible sur sa tâche, son rôle, son contexte. Donc c'est à partir de là qu'on va pouvoir lui donner des bases de données, notamment Airtable, Baserow, Supabase, Xano, SharePoint, Access, les trucs un peu bizarres de Microsoft, des PDF, des documents, du CSV, vos data, vos emails, pouvoir lire vos emails, pouvoir vous connecter à votre CRM et récupérer certaines informations clients, enfin bref, tout le contexte possible de votre entreprise, ça sera, vous serez capable en fait de lui fournir. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un agent avec des outils, c'est parce qu'en fait tout ce qu'on va lui plugger en termes d'API, en fait, ça sera considéré comme des outils. À savoir, il n'y a pas tous les modèles qui sont capables d'utiliser les outils. Donc OpenAI, enfin ChatGPT 4 le peut, Gemini 2.0 peut, Claude 3.5 peut, et Microsoft Phi 3 peut, et quelques modèles Llama, mais pas tous. Donc ça, je vous montrerai aussi comment les identifier. Mais généralement, vu qu'on utilise toujours les 3-4 plus grosses, 4 gros modèles, bah forcément, on aura la possibilité de faire l'utilisation des outils. En fait, les outils, ça va être juste
Bah, c'est un peu comme nous sur Make quand on veut faire un appel API à Airtable pour créer une nouvelle donnée ou mettre à jour. Bah, du coup, l'outil fait exactement pareil, sauf que c'est l'IA qui va faire sa requête elle-même. Donc du coup, c'est je rentre pas dans le détail parce que je sais pas non plus comment ça fonctionne dans le code, et cetera. Je suis pas allé jusque-là, mais voilà, c'est des requêtes API aux outils. Ça permet du coup d'écrire, lire, modifier, supprimer la data. On peut aussi créer des agents superviseurs. Peut-être que vous avez déjà vu ça passer dans certaines vidéos ou des posts sur LinkedIn, sur des news ou quoi. Généralement, c'est un agent superviseur qui récolte la data de l'utilisateur et après, suivant le contexte que demande l'utilisateur, si vous avez des agents IA en dessous de lui, et ben en fait, il va réorganiser le, le voyage du prompt vers l'agent le plus optimisé. Okay, et du coup, ça sera l'agent superviseur qui reprendra l'output de l'agent en question qui a été sélectionné. Okay, pour venir aussi en termes de contexte, on va voir tout ce qui est base de données vectorielle. Donc il y a Supabase, Xano et Pinecone qui le font. Il doit y en avoir certainement d'autres, mais là c'est les plus connus qu'on utilise dans le no-code. Donc comme ça, on sera pas trop perdu. Et du coup, étant donné qu'il sera quand même beaucoup plus fit pour faire certaines actions, on va pouvoir du coup lui donner plus de contexte de raisonnement, d'analyse, pour qu'il puisse faire sa tâche le mieux possible, pour éviter surtout des retours, des remodifications, vu que ça passe par une automatisation. Des fois, on aimerait bien que la donnée soit vraiment bien tout le temps, sans forcément devoir passer derrière, etc. etc. Donc ici, je vous ai mis DeepSeek et OpenAI, c'est juste pour reprendre les modèles O1 d'OpenAI et DeepSeek R1 en termes d'agents de reasoning. Mais voilà, si Claude, la semaine prochaine ou le mois prochain, il sort un truc de reasoning ou Gemini pareil, bah, potentiellement, je le mettrai à jour. Donc ça ressemble à ça, un agent, dans Inuiten en tout cas. Donc en gros, vous connectez d'abord votre modèle, qui va discuter avec le tool agent. Après, ici, on va pouvoir ajouter une mémoire, donc qui est différente de ce que je vous ai expliqué ici. Là, la mémoire ici de ce nœud, c'est uniquement quand vous faites de la conversation en chat sur N8N, c'est qu'il stocke en fait vos conversations. Okay, donc c'est pas du tout la mémoire base de données, etc. La mémoire base de données, on va le mettre dans les tools ici, parce qu'on peut connecter un nœud base de données vectorielle ou des Airtable comme vous voyez ici, et c'est là où il va piocher son contexte. Donc, dans tous les cas, quand vous allez cliquer sur Memory, vous allez voir que vous n'allez pas avoir les nœuds qu'il vous faut. C'est totalement normal. Et ensuite, on peut lui rajouter une dernière feature, ça s'appelle output parser. C'est par exemple si pour un agent de raisonnement, ça peut être utile et si jamais certains workflows, vous avez besoin d'extraire de la data uniquement en JSON, bah, du coup, vous pouvez du coup lui donner le modèle JSON en output parser et quoi qu'il arrive dans tous les cas, que sur 100% de ces générations vont sortir en JSON. Okay, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Et je pense qu'on a tous testé sur Make d'essayer qu'il nous sorte toujours en JSON, mais de temps en temps, il met des phrases en haut, il met des conclusions en bas. Le JSON, il n'est pas exploitable, on est obligé de remettre des nœuds derrière, etc. pour extraire que le JSON. Donc avec ça, c'est complètement évité. En fait, il n'a plus aucun choix que de répondre avec l'output parser. Voilà. Donc comme ça, au moins, ça évite les problèmes. Et donc, pour continuer le coup des agents et le RAG, etc., donc ça, j'en avais parlé sur la précédente vidéo sur les IA. Mais en gros, ça va permettre à l'IA d'aller récupérer, du coup, dans une base de données, certains documents qui sont mis d'une certaine manière pour qu'ils puissent faire des rapprochements en termes de termes, okay, pour répondre à la demande d'utilisateur. Donc d'abord, comment ça fonctionne? On va indexer des documents, donc ça peut être des PDF, des docs, des CSV, ce que vous voulez, dans par exemple Supabase. Okay. Dans Supabase, on va pouvoir du coup mettre un champ qui s'appelle vecteur, ok. Et en fait, par exemple, le texte que vous allez rentrer dans votre champ texte, ben en vecteur, en fait, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est du mathématique, hein, c'est un algorithme qui va essayer de prendre la donnée texte, la convertir en données numériques. Et en fait, c'est plusieurs données numériques qui vont faire que l'IA va pouvoir faire des correspondances beaucoup plus facilement qu'avec du texte. Voilà. Une IA, c'est une machine, c'est des 0 et des 1. Du coup, on lui parle avec des 0 et des 1. Ok. Ensuite, une fois qu'on a indexé tous nos documents, quand on va lui demander du coup un prompt, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les rechercher directement dans sa base de données par rapport aux données vectorielles. Donc déjà, lui, ça ira beaucoup plus vite de lire des nombres plutôt que de lire du texte, sachant qu'il y a beaucoup de documents. Et ensuite, après, une fois qu'il a bien analysé, du coup, il va pouvoir générer sa réponse. Okay. Donc la plupart du temps, on prépare ces documents, nettoyage des textes, structuration des données, optimisation du format,
Même si bon, ça peut être très sale, il arrive quand même à lire, mais bon, essayez quand même d'avoir des documents, relativement, simples à lire parce qu'après, l'avantage c'est que quand c'est bien délimité, on va pouvoir, il faut pas que je lise le chat. Hop, de côté un petit peu. En fait, le fait d'avoir un bon document propre, quand on va les embed, en fait, le modèle va pouvoir, mais non, sois pas désolé Claire, c'est moi qui suis pas concentré. Il va pouvoir du coup découper, par exemple, si c'est un livre, bah, il va pouvoir, découper chapitre par chapitre pour mettre un chapitre par ligne. Ce chapitre va être transformé en vecteur et quand, par exemple, vous allez lui demander: «Bah, qu'est-ce qui se passe au chapitre 10 de mon livre?» bah, lui, du coup, avec son modèle d'embedding et les vecteurs, il va pouvoir vous ressortir exactement ce qui se passe dans le chapitre 10. Voilà. Que juste si vous mettez dans le PDF, bah, généralement, ça sera un petit peu moins pertinent suivant le modèle. Heu, Après, si vous voulez commencer à faire du RAG sans forcément vous faire chier avec, et sur un notebook LM de Google, okay. C'est exactement le même principe, vous n'avez rien à faire, vous mettez juste vos documents, et ensuite vous avez une fenêtre de chat qui va vous permettre de communiquer avec vos documents, et ça va faire exactement la même chose qu'on va faire sur N8N. Voilà. Donc ici, vous avez un petit schéma, c'est-à-dire que quand vous allez poser une question, euh, votre prompt sera transformé en une sorte de vecteur, et ces vecteurs vont aller chercher les numéros dans la base de données vectorielle qui se rassemble plus de la base de connaissances pour ensuite vous répondre du mieux possible. Okay. Et donc du coup, l'embedding, donc j'essaie de le faire vulgariser pour essayer de comprendre, c'est de comme catégoriser une bibliothèque par, en fait, plutôt que de le catégoriser uniquement par les catégories, les auteurs, les genres, les titres, bah, en fait, l'embedding, ça va rajouter une sorte de filtre en plus pour le style d'écriture, le thème, le vocabulaire, plus global en fait, euh, plutôt que juste une catégorie Amazon par exemple. Okay. Donc en gros, c'est un processus de transformation d'une information, du texte, une image, un son, en une série de nombres. Si vous avez l'exemple, la phrase j'aime les chats pourrait être transformée en un vecteur comme 0.2, 0.8, 0.5, etc. Donc si jamais vous avez un document qui parle que des chats, bah, vous aurez similairement la même suite de chiffres de vecteurs. Okay, parce que du coup, ça parle quand même du contexte de chat. Donc ça sera beaucoup plus... tous les vecteurs vont plus tendre vers cette direction que si vous commencez à mettre des recettes de cuisine, par exemple. Donc plus deux textes sont similaires en un sens, plus leurs vecteurs seront proches mathématiquement. Donc après, s'il y a des ingénieurs dans le chat qui font du vectoriel, n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus d'infos. Mais voilà, déjà, si on comprend que le texte qu'on envoie, c'est transcrit en nombres, et que l'IA lit mieux les nombres que le texte, pour la ressemblance, c'est déjà très bien. Du coup, ensuite, une fois qu'on embed, il faudra bien sûr du coup utiliser le chunk. Donc, en fait, quand on va envoyer des documents, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va découper le livre en chapitres, par exemple, ou si c'est, je sais pas moi, des recettes de cuisine, bah, ça sera une recette par une recette, etc., etc. L'avantage, c'est que je pense que quand on commence à s'y connaître, on va pouvoir bien détailler le niveau de chunk qu'il faut pour que ce soit bien coupé, etc. Bon, même si on le fait un petit peu à l'arrache, c'est pas très grave, ça reste quand même beaucoup plus qualitatif que juste balancer un PDF. Et donc, du coup, tout ça, ça rentre dans une database vectorielle. Euh, et du coup, en fait, c'est tout ce qu'on va mettre en texte. Vous avez une colonne vecteur par-dessus. Et les plus connus, c'est Pinecone, Supabase et normalement Xano, je crois. La classification et recherche, plus on précise et simple, plus la recherche est rapide et efficace, comme si on recherche un film sur un site de film. Oui, c'est tout à fait ça. En gros, c'est un petit peu comme si tu... C'est un peu comme l'algorithme Netflix, tu vois, quand tu tapes un thème de film ou un acteur ou quoi que ce soit, il arrive quand même à te sortir la globalité potentiellement des ressources qui sont inhérentes à ta requête, quoi. Et du coup, le modèle embedding, ça fait pareil, mais sur du texte et sur tous vos documents. Ici, sur le nœud N8N, quand on va vouloir mettre du coup un nouveau tool, donc du coup la base de données Supabase, on va pouvoir du coup ici de récupérer déjà des documents, d'ajouter des documents automatiquement, de reprendre des documents pour une chaîne de prompt, ou juste un tool, et ou juste simplement donner l'accès à la base de données pour cet agent en particulier, ou juste de mettre à jour des documents si jamais il génère des trucs, etc. Ça peut être des templates de Google Doc, ça peut être plein de trucs. Une fois que le document il est généré, rien ne vous empêche de demander à une IA de remettre le vector store, enfin le document dans la base vectorielle.
voilà à peu près comment ça fonctionne, heu, en tout cas là, à l'heure actuelle. Peut-être que comme je vous dis, le mois prochain, dans 3 mois, il va y avoir encore des dingueries, mais actuellement, avec tout ça, on est quand même capable de faire des gros trucs bien, bien, bien poussés. Bien sûr, tout ça, il est possible de le faire en mode chat sur N8N, donc comme si vous ouvrez une fenêtre de ChatGPT, mais c'est vous qui avez configuré votre propre agent, ou alors vous pouvez l'utiliser dans un flow. Par exemple, dès que vous recevez un mail, ça va regarder par exemple, tous vos mails qui sont stockés dans une base de données, voir comment vous écrivez, si c'est par exemple pour du support client, dès que vous recevez un mail, l'agent va piocher, dans les vecteurs pour voir un petit peu comment ça fonctionne, comment il doit écrire, en plus du prompt bien entendu, et après du coup il va pouvoir répondre comme ça par mail sans que vous ayez potentiellement besoin de repasser dessus parce qu'il s'est entraîné, machin, machin, et cetera. Vous avez compris l'idée. OK. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, au bout d'un moment, je me suis dit, quiconque a un LLM peut m'expliquer un LLM, du coup, un LLM. Donc, j'ai demandé à Claude, je sais plus comment je l'ai introduit, mais en mode, vas-y, explique-moi comment tu fonctionnes, en gros, en tant que LLM, quelles sont tes prérogatives, et cetera, et cetera. Donc en fait, ça revient un petit peu à ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo, pardon. Et là, du coup, il le marque un peu plus détaillé. Donc bien sûr que suivant les prompts que vous lui dites, il va pas forcément toujours répondre de cette même façon. Mais c'est vrai qu'à force de communiquer avec Claude, c'est vrai qu'il sort quand même pas mal de ce qu'il m'a dit en fait, ok. Donc en premier, donc après, quand je dis que c'est Claude, peut-être que ChatGPT, si vous lui demandez la même chose, il va vous sortir la même chose. Bon, avec des trucs en moins, parce que le truc du style, par exemple, le ChatGPT l'a pas. Mais gestion des connaissances, il y a les custom instructions, il y a la mémoire sur ChatGPT. Je pense que c'est similaire à ça. Mais voilà. Donc, premièrement, dès qu'il reçoit un message, il commence par une analyse approfondie, un contexte immédiat. On va le faire comme ça. Hop, tac. Ensuite, je vais mettre un peu en forme. Paf, paf, c'est dégueulasse. Hop. Donc d'abord, le contexte immédiat, c'est qu'il va analyser la requête, ok. Et bien sûr, il va se baser sur les précédentes conversations que vous avez au sein du même chat, ou alors quand il n'y a pas de chat, du coup, il va quand même essayer de capter un petit peu ce que vous dites. Si du coup, il y a des échanges, il va prendre le contexte historique. Ensuite, il récupère les données disponibles, parce que vous savez que dans Claude, on peut utiliser des projets, et dans ces projets, on peut lui mettre des documents, et dans ces projets, on peut lui mettre aussi des custom instructions. Donc à chaque fois, il va regarder s'il y a des documents, s'il y a des instructions personnalisées, et à partir de là, il va pouvoir se contextualiser directement sa réponse. Okay. Donc là, bien sûr, il va marquer apprendre le no-code partout, vu que j'ai un projet apprendre le no-code, il va parler d'apprendre le no-code. Hein, ok. Ensuite, une fois qu'il a compris le contexte, il va traiter l'information. Donc du coup, programmer avec des instructions spécifiques, c'est les systèmes prompts qu'Anthropic a donné à Claude. Ok, bien sûr, nous, on peut en rajouter en plus. Et là, ici, il m'a donné un exemple de maintenir un ton professionnel, fournir des explications complètes, utiliser des analogies, éviter les affirmations. Ça, c'est un prompt que je lui ai rajouté, en plus du style et en plus des custom instructions. Je lui remets de temps en temps. Ça évite qu'il parle comme un gamin, comme sur ChatGPT, par exemple. Voilà. Donc, il y a une écriture un peu plus mature de Claude. Du coup, si vous utilisez les custom styles sur Claude, du coup, il va les utiliser. Okay. Et ensuite, une fois qu'il a fait tout ça, il va utiliser ses connaissances. Donc là, c'est stoppé à avril 2024. Et là, par contre, voilà, alors, le truc, c'est que quand je lui demandais certaines choses, il me dit je le signale tout en restant constructif. Je suis pas sûr. Hein. Des fois, il veut quand même essayer de te répondre. Il a beau pas avoir le contexte. Des fois, il te le dit pas tout le temps qu'il a pas le contexte. C'est pareil sur ChatGPT. Donc, mais je pense il tend à faire ça, mais c'est juste que de temps en temps, il peut pas. Quoi. Ensuite, il va formuler sa réponse. Donc d'abord, il organise ses idées de manière logique, allant du général au spécifique. Et ça, en fait, vous vous rendez compte que quand vous avez des conversations très très longues, de plus en plus, il est de plus en plus deep dans ce que vous demandez, parce que il prend plus de temps à comprendre ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'au début, il y a souvent des questions génériques où tu as envie de te dire, mais mon frérot, qu'est-ce que tu fais en fait? Je te demande un truc précis, pourquoi tu es aussi générique? C'est parce que de temps en temps, il a besoin de voir un peu plus de contexte. Et c'est pour ça que les conversations très longues font bugger. Et ça, c'est un peu chiant. Ensuite, il s'adapte au niveau.
donc par rapport, au projet ou, à l'historique des conversations. Donc par rapport à votre expertise à vous, la complexité du sujet, le contexte de la conversation. Ensuite, il vérifie que c'est à peu près, tout bien, cohérent avec, ce qu'il a donné en amont. Et ensuite, ici, il y a des trucs que je ne savais pas, c'est que, garde pas en mémoire les conversations précédentes entre les sessions. Chaque conversation est indépendante, donc ça, je savais. Mais, il y a certains trucs, tu te dis, bah, des fois, tu as l'impression qu'il capte que tu es toujours dans la conversation, mais plus c'est long, pas plus c'est bon, plus ça bug. Donc et c'est pour ça que souvent, quand tu refais un autre chat, bah, tu perds en fait le fil de ta conversation que tu as eue avec l'IA, ou des fois, tu es obligé de reprendre des prompts que tu avais fait sur l'ancienne conversation parce qu'elle a commencé à bugger. Donc, tu repars de zéro, tu redonnes un contexte. Enfin, bref, c'est pas le plus opti. Et du coup, en fait, si tu stockes toutes tes conversations dans une base de données, bah, en fait, tu as un chat presque illimité. Et ça, je pense que ça dépasse un petit peu le modèle memory de GPT. Mais voilà, ça peut faire ce genre de choses. Ensuite, bon, honnêteté intellectuelle, voilà. Je suis pas certain d'une information, si je pourrais halluciner les détails, il le signale. Alors 100 que pas tout le temps, hein. Il y a plein de fois où il marque des conneries et il est tellement sûr de sa connerie que, bah, il dit: «Ah si, 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 c'est vrai ce que je te dis». Donc voilà. Les capacités d'autocorrection, ça, c'est un truc merveilleux, c'est que dès qu'il a raison, tu lui dis: «Vous êtes trompé», il se dit: «Ah oui, c'est vrai que je me suis trompé, pardon». Bon, au bout d'un moment, décide-toi, hein. Ensuite, quelques limitations, on ne peut pas accéder à internet. Bon, sur la fenêtre de chat, bien entendu, parce qu'après on peut lui faire un peu ce qu'on veut. Les conversations précédentes, il peut pas et il peut pas apprendre ou évoluer au fil des conversations. Donc c'est pas du machine learning, c'est juste de la conversation, classique. Et après, à chaque fois, il dit, quelques petites suggestions de fournir un contexte clair, préciser des attentes en termes de format, de niveau de détail et signaler si les explications nécessitent des clarifications. Ça, c'est les trucs un petit peu classiques, mais c'est toujours bien de le rappeler que si vous mettez pas de contexte, comme je vous ai dit, c'est un stagiaire qui a 2 ans, donc ou enfin, qui est quand même sympa pour un stagiaire qui a 2 ans, mais voilà, il faut quand même souvent, lui remettre un petit peu dans la gueule, même si vous êtes dans la même conversation, remettre tout le temps le contexte et cetera. Comme ça, vous êtes pas, vous n'êtes pas perdu en fait dans votre suite de conversation. Donc après un agent, ça peut ressembler à ça. Bon après il peut y avoir plein de modélisations possibles, ok. Mais mettons que vous ayez tous vos documents sur Drive, OneDrive ou Airtable. Vous pouvez extraire tous ces documents. Donc si c'est du texte, c'est transformé en PDF, ou directement les mettre en Google Doc, ou directement mettre du texte. Tout ça en fait, ça va le passer en mode vectoriel, comme on a dit tout à l'heure. Ça va passer dans la base de données, et ensuite votre agent superviseur, là pour l'exemple, va pouvoir piocher dans la base de données, avoir toute la connaissance ici en doc et en PDF, pour potentiellement aller diriger d'autres agents qui sont en dessous de lui, en passant les informations. Et après, bien entendu, qu'on peut rajouter que chaque agent IA ici peut accéder aux bases de données. Comme ça, au moins, lui, il est au courant, lui, il est au courant, lui, il est au courant, enfin tout le monde est au courant, tout le monde est content. Donc ça permet une meilleure communication. Déjà que dans certaines boîtes, la communication entre humains, c'est compliqué. Bah, avec les IA, c'est plus simple. Ok, tout le monde se connecte à un même cerveau et c'est plus pratique. Ok. Donc là, mettons qu'on demande un prompt. Si par exemple vous avez un agent d'écriture, un agent qualité, un agent support client, un agent fitness, bah, le matin vous demandez, je sais pas moi, quel est l'article du jour qu'on pourrait écrire ou quel est un post de réseaux sociaux qu'on peut faire. Bah, du coup, lui, il va prendre en compte que votre demande, c'est d'écrire quelque chose. Bah, du coup, vous avez un agent de rédaction. Bah, lui, il va aller directement prendre les instructions, le refine un petit peu, renvoyer un autre prompt. Et une fois que c'est fini, bah, lui, il va renvoyer la réponse. Ensuite, il va vous le sortir à vous. Okay, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous avez plusieurs agents, bah, après, ça fait une chaîne. Pour le moment, les chaînes, tranquilles, hein, faites ça un par un, parce que des fois, ça peut vite partir en couille, les chaînes, mais après, je vous montrerai un outil qui permet de le faire, et c'est plutôt cool. Mais bon, déjà, un par un, c'est déjà pas mal, quoi. Et du coup, pour continuer sur bah, comment en fait fonctionne Claude, bah, je lui ai dit, bah, tu peux me détailler comment tu fais, parce qu'en fait, s'il a commencé à me parler qu'il pouvait utiliser des tools, je lui ai dit, bah, vas-y, explique-moi vraiment de A à Z comment tu fonctionnes. Donc pareil, au début, il reprend une petite analyse. Donc je lui ai dit je lui ai dit, parle-moi de ton analyse quand tu peux utiliser des tools. Sachant que dans la conversation, comme je vous ai dit, il a déjà des tools, Artifact, et dans Artifact, il y a encore des sous-tools pour faire des diagrammes, pour faire du HTML, du CSS, JavaScript, etc., etc., ou de la data visualisation comme sur ChatGPT. Donc toutes ces IA ont des tools, sauf que nous, bah, on les voit pas, sauf si on lui demande. Et donc à chaque fois, il va se poser la question,
OK, quel est l'objectif final de la requête? Est-ce que cela nécessite une action spécifique? Créer du code, exécuter une analyse, générer un visuel? Quel tool serait le plus approprié pour cette tâche? Est-ce qu'il a toutes les informations? Parce que c'est vrai que souvent, il peut vous demander quelques petites questions pour préparer son artefact juste après ou du code juste après. Ensuite, une fois qu'il a ces infos, il va formater, donc la structure requise pour le tool. Il prépare les paramètres, il assure que les données sont dans le bon format, et ensuite que ce qu'il a déjà généré peut passer dans le tool. C'est pour ça que des fois, vous pouvez avoir des erreurs dans le tool, c'est que soit il y a eu un problème dans votre requête, soit lui, il a bugué, ou des fois, vous avez, genre par exemple, le code qui peut être coupé en deux, parce que c'est trop long, etc. Ça peut expliquer ce genre de choses. Donc ensuite, cette troisième étape, c'est appel, donc c'est comme un appel API en fait à lui-même. Donc les paramètres, ça ressemble à ça. Ensuite, vous avez la valeur, et quand il n'y a pas de tool, du coup, ça vous met tool not found. Et ensuite, il y a le traitement. Une fois qu'il a reçu les données de ce tool, il va voir si ça a fonctionné ou pas. S'il y a eu des erreurs, bah, du coup, il peut retester avant de vous ressortir le résultat. Il interprète, et ensuite, il peut vous sortir bah, du coup l'information. Là, ici, il m'a mis un exemple où il doit créer un diagramme. Okay, donc là, première étape, il va déterminer qu'il doit créer un visuel. Ensuite, il va utiliser artifact, parce que c'est dans artifact que les diagrammes sont exécutés. Et là, en plus, ce qui est cool, c'est que maintenant, on sait que les trucs dans Claude sont dans un dossier application ou dans son cerveau. Donc, potentiellement, que ça peut nous servir plus tard si jamais ça sera ouvert. MDR, non. Ensuite, il va formater comment il va s'en servir. Il fait l'appel au tool, ça vous crée un artefact, etc., etc. Et donc, du coup, sur NUTN, ça sera exactement la même chose. Et donc, du coup, là, je lui ai posé la question. C'est en mode, si je te branche sur NUTN et que je te donne accès à des workflows NUTN, des requêtes HTTP, du contexte de database vectorielle, l'accès à Internet, à mon Airtable, mes mails, mon calendrier, comment est-ce que je devrais te donner mes instructions pour que tu fasses un travail se rapprochant de la perfection? Bon, je le suce un peu, mais bon, c'est comme ça, on est sûr qu'il me sort un truc, quoi. Et là, du coup, il a bien détaillé les différents types de potentielles structures de prompt. Donc, on est d'accord qu'il faut toujours un contexte. Ensuite, les accès disponibles, donc ça va être les tools, généralement. Donc, soit on peut lui dire, bah, tu as des workflows NUTN que tu peux exécuter, tu peux utiliser tel outil, tel outil, tel outil, tu peux utiliser tel HTTP request, etc., etc. Une fois qu'on a le contexte, les accès, on va pouvoir lui donner certaines contraintes. Donc, mettons, ici, là, il a pris l'exemple des plages horaires d'exécution. Donc, si c'est par exemple un robot de support client, bah, il sait qu'il peut répondre uniquement de 9h à 18h, et que s'il y a des demandes avant ou après, bah, du coup, on n'est pas obligé de les traiter. Après, bon, limite d'API, ça dépend de ce que vous faites. Les données sensibles aussi, si jamais, les validations. Après, ici, il m'a donné des exemples. Rien ne vous empêche de rajouter une liste de contraintes pour qu'ils puissent les exécuter au maximum, pour éviter qu'ils fassent de la merde dans vos outils. Ensuite, en fait, c'est l'explication de ce qui doit se passer en fait dans le workflow. Donc ça peut être bien de lui donner soit un exemple, soit les étapes déjà finies. Si jamais il y a des données à manipuler, bah, de lui dire d'où ça vient, comment ça doit se modifier, comment on doit le valider, est-ce que ça doit ressortir après, est-ce qu'on doit le stocker en JSON, est-ce que ça doit retourner dans un Airtable, est-ce que ça doit générer un PDF, etc., etc. Tout ça, il faut quand même bien lui dire. Et ensuite, là, il a mis un exemple concret, donc je laisserai mettre pause et dire le truc. Et ensuite, pour l'optimisation continue, soit on lui met directement du monitoring du feedback, soit on peut connecter un agent qui va analyser ce qu'a fait cet agent en question, et lui, il est uniquement fait pour du monitoring du feedback. Il analyse, il fait son rapport, et par exemple, ce rapport peut être classifié dans votre base de données vectorielle, pour qu'une fois que vous allez appeler le prochain agent, bah, il regarde les feedbacks et les monitorings que l'agent de vérification de qualité a fait pour s'améliorer de jour en jour. Okay, ça, je pense que c'est un machine learning à la con, mais je pense que ça marche un petit peu comme ça. Okay, bien sûr, j'ai pas testé, je vous donne des idées, mais je pense que ça peut fonctionner. Si vous avez vraiment un log d'un an de toutes les conversations depuis le début, et que vous voyez que chaque interaction il s'améliore de plus en plus, je pense que ça peut jouer dans la balance. À tester. Donc ça, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne un agent. J'espère que c'était assez clair. Dans tous les cas, dans NUTN, ça sera un petit peu plus visible. Et d'ailleurs, pourquoi NUTN, à votre avis? C'est parce que c'est, pour le moment, le seul outil d'automatisation qui intègre aussi bien l'IA que on pourrait le coder en JavaScript ou en Python.
OK? Donc ici, je vous ai mis les tarifs. Ceux qui ont la flemme d'installer des serveurs privés et d'installer NUTN gratos, vous pouvez payer. Sinon, vous allez dans le Community Edition, vous achetez un serveur privé, vous installez Coolify. Sur Coolify, vous cherchez NUTN, vous cliquez sur installer, finito pipo. Okay, ou sinon, vous avez Render qui fait la même chose, qui est beaucoup moins cher qu'un vrai serveur. Et du coup, vous allez sur ce GitHub-là, vous avez tout le tutoriel explicatif de comment installer n8n sur Render. Vous avez un clic à faire, c'est magique, et vous pouvez utiliser n8n. Vous pouvez également vous l'héberger en local, mais si vous l'hébergez en local sur votre ordinateur, ça veut dire que si vous exécutez des automatisations, votre ordinateur doit tout le temps rester allumé. C'est pour ça que c'est mieux de prendre des petits serveurs qui coûtent pas trop cher pour commencer à installer ce genre d'outils. Okay, le seul truc qu'on n'a pas par rapport aux versions cloud, c'est qu'on n'a pas les versions projet et d'autres petites fonctionnalités, mais c'est vraiment pas le plus gênant, OK? Comparé à Make où, tu es obligé de payer minimum 9 balles pour avoir, des automatisations, illimitées d'une certaine manière. Bah, là, du coup, c'est le prix d'un serveur et vous avez un n8n gratos et vous pouvez faire des agents. Et oui, et sur, Make et sur Zapier, pour le moment, en gros, quoique Zapier, à voir parce qu'ils sont vraiment en train de bien focus l'IA. Mais Make, bon, pour le moment, c'est sûr qu'on a juste le module OpenAI Claude Gemini Mistral, mais c'est juste pour faire une requête de prompt et on peut rien lui plugger. Après, je sais pas si c'est leur optique de s'installer sur l'IA ou est-ce qu'ils laissent le marché libre à N8N. Et bon, connaissant un petit peu le marché, je suis pas sûr que N8N reste solo tout le temps, quoi. Alors après, Zapier, oui. Oui, oui, oui. Oui, bah, après, on a tous commencé par Zapier, hein, par contre, hein, mais c'est vrai que bon, là, ils ont un petit peu switché. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Parce qu'en gros, maintenant, ils ont bien intégré les IA. Là, ici, on peut faire des chatbots, on peut faire des agents même. Vous voyez que tout est en bêta pour le moment. Mais qu'à un moment donné, si on veut tout, ça commence à monter à genre 150-200 $ pour avoir tout. Bon, autant faire quelques petites alternatives, sauf si vous êtes Crésus, n'hésitez pas, on peut collaborer. Et oui, après, il y a IFTTT aussi, bah, pareil, c'est de la... Après, IFTTT, c'est un petit peu plus de la domotique que vraiment de l'automatisation, même si maintenant on peut faire de l'automatisation. C'est vrai que pareil, les nœuds IA, c'est juste faire un prompt, quoi. Donc c'est pas le plus optique, quoi. Après, il y a aussi Relais, que j'utilise de temps en temps, où eux, ils ont un petit peu plus d'IA, enfin, en termes de trucs d'IA, faire de l'extraction, du résumé, de la traduction, d'aller chercher sur le web, de faire des prompts customisés ou de faire des petits AI agentes. Donc ça peut être pas mal. Et si vous connaissez pas Relais, bah, je vous invite à faire un tour parce que c'est quand même plutôt pas mal. Les automatisations sont beaucoup plus simples à faire que sur Make par exemple. Et bon, il n'y a pas tous les nœuds, mais petite requête HTTP, ça se fait. Et je trouve l'UX et l'interface plutôt pas mal. Donc voilà, je vous le conseille, c'est pas super cher. Version gratuite, vous avez jusqu'à 200 étapes par mois. Et sinon, c'est à partir de 9 balles. Bon, c'est à peu près les pricing de Make. Mais c'est plutôt pas mal, ça peut faire quelques petites alternatives. Typiquement, moi, je l'ai utilisé pour utiliser l'API de Google Slide qui a chié sur N8N. Donc, je l'ai fait par Relais. Je comprenais pas, j'ai pas réussi à trouver la documentation. Donc, du coup, là, l'intégration était bien faite. Du coup, j'ai utilisé ça. Bref, on s'égare. Donc, N8N, eux, leur force, c'est comme je vous ai dit, ils utilisent à balle l'IA. Et donc, pour le moment, c'est les seuls à intégrer LangChain. Et LangChain, qu'est-ce que c'est? C'est un framework en fait, de code JavaScript Python pour utiliser l'IA un petit peu à 100%, je dirais, même si je pense qu'il doit y avoir autre chose. Mais ça permet quand même de décupler certaines actions. Et vu que c'est sur N8N et qu'N8N est un outil visuel, en fait, tout ce que vous voyez ici dans les nœuds IA, c'est des trucs qu'on peut faire sur LangChain en code. Okay, c'est juste que, bah, vu que c'est une abstraction visuelle, ça nous permet juste de cliquer sans avoir à coder le truc, mais on peut faire exactement ce que fait N8N en code, avec un cursor ou un windsurf ou ce que vous voulez, la petite documentation LangChain, et vous pouvez faire exactement pareil. Mais bon, pour le moment, là, c'est pas le sujet. Donc ici, vous avez le nœud AI agent dont on va se servir le plus, un nœud OpenAI, parce que c'est OpenAI,
Basic LLM Chain, bah, c'est juste pour prompter ou faire, plusieurs, suites de prompts à la fois. Information Extractor, c'est, bah, si vous avez des PDF dans une base de données, par exemple, c'est juste de retirer, certaines informations précises dans le document, sans forcément utiliser le modèle conversationnel de l'IA. Question et answer, c'est, par exemple, bah, toujours pareil quand vous avez des documents, c'est juste un chatbot, sur vos documents, donc comme Notebook LM. Notebook LM le fait très bien, utilisez Notebook LM. Sentiment analysis, bah, c'est si jamais vous avez du texte à analyser, positif, négatif, scam, pas scam, et cetera, et cetera. Résumé, chain de résumé. Je l'ai testé, je suis pas super convaincu, peut-être je l'ai mal fait, mais voilà, ça permet de résumer certaines informations. Je préfère prompter une IA qui elle sera un peu plus souple. Test classifier, j'ai pas testé, mais je pense que c'est pour bah, catégoriser certains types de textes. Voilà, tout simplement. Après, les noms parlent d'eux-mêmes, donc c'est assez facile de s'en sortir. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné le nœud qu'on veut, donc ici iAgent, là vous avez tout ce qui est chat modèle, donc c'est tout ce que vous retrouvez ici à gauche. Résumé, c'est intéressant, si tu as plusieurs documents, il peut faire résumé de chacun, puis résumé global par exemple. Ok. Ouais, donc c'est mieux pour un pool de documents. Bah en fait, c'est un peu ce que fait Notebook LM, quoi. Parce que sur Notebook, tu peux demander directement toutes les infos de tous les documents, ouais, ok. Mais je présume très certainement que Notebook utilise LangChain aussi pour faire son RAG. Donc ça commence à être bah, la technologie quand même plutôt pas mal. Donc ensuite, sur les chat modèles, bah, vous avez Anthropic, Azure, Amazon, Google, Grok, Mistral, Oyama, OpenAI, et potentiellement DeepSeek, potentiellement d'autres acteurs qui vont venir pour le moment. Ensuite, en termes de mémoire, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est si vous l'utilisez en termes de chatbot, ça va être ici que vous allez utiliser une mémoire pour stocker vos conversations. Donc soit vous le mettez dans N8N et en gros ça reste dans votre fenêtre de navigateur, ce qui fait que quand vous réinitialisez, je crois, votre navigateur, bah, ça dégage. Tandis que si c'est une base de données fixe, où vous avez la donnée qui ne bouge pas, là ça serait peut-être un peu plus intéressant si vous vous en servez dans le temps. Et ici, on peut aussi stocker dans Supabase, parce que Supabase est une base de données Postgres. Du coup, on peut mettre les identifiants Supabase dans la mémoire pour faire un chat, en plus de votre base de données vectorielle. On commence à comprendre que hein, c'est pas trop mal Supabase. Ensuite, les tools, on le fera à la fin. Et l'output parser, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de sortir un modèle de texte sorti prédéfini. Donc, soit pour le faire automatiquement, je l'ai jamais fait, soit pour ressortir des items en un par un, par exemple, ou pour du JSON. D'ailleurs, N8N a un AI Starter Kit, ça permet d'avoir un modèle local. Ah bah je ne savais pas ça. Que tu peux mettre le lien, comme ça je le rajoute, s'il te plaît. Parce que oui, après ici là-dedans, vous avez aussi, je l'ai pas pris en screen, mais ici vous avez des templates AI faits par la communauté. On a à peu près 240. Donc si jamais il y a des trucs. Hop. Je réfléchis sur le live, voilà, hop. Je vais essayer de le récupérer rapidement. Mais. Mais. Oh, hein. Attends. Je vais y arriver. Hosting Starter Kit. Starter Kit, paf. Voilà, comme ça au moins vous avez l'info aussi. Tac. Et ensuite, dans les tools dispo pour le moment sur N8N, donc il y en a quand même pas mal. Bien entendu, je pense que dans la fin d'année, ça va être une blinde. Mais déjà, pour le moment, on peut faire quand même vraiment beaucoup de choses. Donc, appeler un workflow N8N. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà une automatisation pour faire des articles de blog, que vous avez des trucs pour enrichir sur Papers, que vous avez des automatisations de classification de documents, de mails, etc. Rien ne vous empêche de faire un agent IA qui a des tools, et vous mettez du coup tous vos autres agents en fait, qui sont dans des workflows séparés, que vous connectez à un seul agent. Comme ça, dès que vous faites une requête, il va aller appeler le workflow en question, exécuter le truc, vous récupérez la donnée et vous le sortir. Ensuite, les codes, bon, bah, j'ai pas encore testé, mais il peut écrire du JavaScript ou du Python.
pour le coup, j'ai pas testé. Et les requêtes HTTP, j'ai eu des problèmes. Donc, je pense que j'ai dû mal les configurer. Mais en gros, j'ai essayé d'utiliser une requête API à Perplexity, sauf que je sais pas à quel moment tu mets les instructions de la référence API pour qu'il puisse mettre le sujet à aller chercher sur Internet. Ça, pour le coup, ça a full bugué, donc j'ai pas continué. J'ai dû très mal le faire, certainement. Mais voilà, après, je pense que quand c'est des get simples, je pense qu'il ne peut pas y avoir trop de problèmes. Par contre, quand ça doit être des posts, ça peut être compliqué, quoi. Ensuite, ici, en matière de tool, en plus, bah, du coup, on peut rajouter les bases de données vectorielles. Donc, soit on peut le storer en local, soit utiliser Pinecone, Supabase, ici, ou d'autres. Et ensuite, les outils classiques qu'on utilise tous en no-code, Airtable, Baserow, Gmail, Google Calendar, Google Doc, Google Drive, Google Sheets, Jira, Microsoft Outlook, MongoDB, MySQL, Notion, Postgre, des mails, l'API Google, le Slack, alors, Supabase, Telegram, Wikipédia, plein de choses. Et donc, après, une fois qu'on connecte tous ces outils-là, qu'on met bien dans le prompt qu'il a accès à tel et tel outil, bah, quand on va faire une requête, on va bien voir qu'il va passer dans le nœud pour utiliser l'outil, récupérer certaines données pour créer sa réflexion et pouvoir sortir un bon output, pardon. Et du coup, ici, je vous ai mis le logo DeepSeek, parce qu'on peut imaginer que tous les AI agents en premier nœud vont donner les instructions aux autres agents. Donc, autant utiliser un modèle de raisonnement, c'est un peu plus optimisé. Pourquoi? Mais après, on peut très bien prompter un AI agent qui pourrait raisonner comme un DeepSeek R1. Mais bon, les modèles sont faits pour ça, donc autant utiliser les modèles adéquats. Donc, par contre, si jamais vous utilisez ce type de modèle-là, ça veut dire qu'il vous faut une clé pour Anthropic, une clé pour Azure, une clé pour AWS, une clé pour Google, une clé pour Grok, une clé pour Mistral, une clé pour Oyama et une clé pour OpenAI. Donc, du coup, ça peut vite être chiant, surtout si on fait beaucoup d'appels API, il faut recharger sur chaque compte. Si on fait pas gaffe, bah, du coup, on peut avoir du 20 balles, du 10 balles, du 12 balles, du 15 balles, etc., sans forcément trop gérer ces usages et avoir des mauvaises surprises en termes de facturation, comme ça a pu déjà m'arriver. Et donc, pour éviter tout cela, vous avez un outil qui s'appelle openrouter.ai qui agrège presque 400 modèles et disponible avec une seule clé API. Donc, qui dit une seule clé API dit une seule fois où vous mettez des crédits. Okay, vous pouvez payer en crypto ou en fiat. En crypto, vous avez des petits bonus. Et ensuite, ce open router là, vous pouvez du coup utiliser votre clé API pour vous connecter et disposer des modèles d'open router. Donc, je vous fais un petit tuto rapide d'open router, ce que c'est. Donc, comme je vous ai dit, c'est un agrégateur de tous les modèles de langage disponibles. Donc là, actuellement, il y en a 308. Et vous pouvez voir que là, les derniers, c'est du Perplexity, c'est du DeepSeek, c'est du DeepSeek Perplexity. Voilà, après, vous avez les Google, vous avez les OpenAI, les Microsoft, les Qwen, les machins. Vous avez à peu près tous les derniers modèles qui sortent, même les modèles Amazon, si vous voulez. Vous avez un petit peu tout. Vous avez aussi certains types de filtres qui sont très utiles, notamment pour les paramètres ici. Donc là, en fait, si vous avez déjà pratiqué les API avec les IA, vous devez certainement reconnaître certains types de paramètres. Et celui qui nous intéresse, en fait, pour aujourd'hui, c'est le tools. Ça veut dire qu'on va uniquement filtrer les IA qui peuvent utiliser des tools. Okay, donc là, pour le moment, on est passé de 380 à 89. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'IA qui peuvent utiliser ces outils. Donc là, on a DeepSeek V3, qui n'est pas DeepSeek R1, OpenAI O1, mais voilà, si vous êtes riche, n'hésitez pas à l'utiliser. Perso, je le fais autrement. Ensuite, vous avez Google Gemini 2.0, les Llama, comme je vous l'ai dit, des Amazon, etc., etc. Et le gros avantage aussi, c'est que sur OpenRouter, vous avez un truc qui s'appelle Prompt Pricing. Et du coup, quand vous mettez en free, ça vous donne 6 modèles gratuits qui utilisent des outils. Et donc là, on retombe sur les Google Gemini et Microsoft. Voilà. Donc du coup, là, si vous utilisez des modèles, bah, je vous conseille de passer par OpenRouter, de prendre votre clé API et d'utiliser les Google Gemini. Et comme ça, vous allez économiser pas mal de thunes. Vous allez ensuite pouvoir filtrer par catégorie aussi. Et comme ça vous permet également, si on va dans l'activité,
d'avoir un peu plus de détails sur ce qu'on envoie en termes d'API, notamment, par exemple, ce truc-là. Je sais que, j'ai utilisé Golay Studio, qu'il y a eu 138 tokens par seconde, que là c'était fini, bah, parce qu'il a terminé, que mon prompt a fait 10 000 tokens et que, à la sortie, il m'en a rendu 1671. Voilà. Bah, ça, sur les plateformes, je suis désolé, mais on n'a pas toutes ces putains d'infos. Donc ça peut être pratique aussi de voir si jamais vous avez des erreurs, bah, regardez un petit peu le contexte que vous envoyez en entrée en sortie. Il se peut que des fois, ça bug. Et là, vous voyez qu'à chaque fois, chaque appel, c'est à 0 balles parce que du coup, j'utilise le modèle Gemini Free. Voilà. Ici, on peut voir que j'ai utilisé du DeepSeek R1. Ça a un petit peu bugué, hein, il m'a pas tout le temps sorti les trucs. Et souvent, il s'est arrêté en plein milieu. Donc peut-être que là, aujourd'hui, vu que c'est moins la hype, vu que ça y est, ça fait déjà 2 jours, c'est mort, peut-être que ça fonctionnera, sinon il faudra passer par l'API DeepSeek et par leur serveur à eux, mais du coup, pour le coup, il faudra payer, quoi. Tac. Et ensuite, là, je vous ai mis 3 petits trucs, enfin 3 à 6, pour des outils en plus que vous pouvez vous servir dans N8N avec les IA ou hors N8N. Firecrawl, c'est un super outil pour récupérer de la data facilement sur les sites internet. Vous avez juste à mettre une URL et ça vous scrape. Petite preview, N8N en cadeau, il teste en ce moment des crédits OpenAI offerts dans N8N Cloud. Ok, bah pour les gens qui ont peur de faire des VPS, n'hésitez pas à prendre la version cloud et bénéficier de ces crédits quand ça sera dispo. Ouais, du coup, Firecrawl, ça va vous permettre en fait de faire du scrapping très facilement. Ok. Donc sur le plan gratuit, vous avez 500 crédits. Et ça permet en fait pour les gens qui ont déjà fait du scrapping sur N8N, d'enlever le nœud HTML to Markdown ou rajouter le code pour essayer de nettoyer un petit peu le scrap. Là, ça vous le fait en une seule fois. Vous pouvez décider de crawl les sous-domaines, toutes les pages, que des catégories de pages, de formater en Markdown, de supprimer certaines choses, de récupérer que des liens, de mettre les liens que en bas, que en haut. Vous avez pas mal de possibilités de formatage de scrap. Et là, ils ont sorti un dernier truc récemment, c'est Extract, où ça extrait littéralement tout ce qu'il peut y avoir sur un site internet. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça, bien sûr, que vous avez un nœud N8N qui est dispo. C'est où? C'est là. Je vous les mets ici. Vous avez des tutos pour installer les templates N8N. Si on a le temps, je vous montrerai. Ensuite, vous avez Crawl4AI qui fait la même chose que Firecrawl, mais il faut quand même un petit peu coder. Je n'ai pas trouvé la version visuelle plateformesque, mais je pense que ça va pas tarder à sortir. Et ça utilise aussi les... En fait, le truc, c'est que Firecrawl a un bon formatage pour envoyer aux IA, sauf que Crawl4AI utilise les IA pour scraper. Donc c'est 2 scrappings différents. J'ai essayé Crawl4AI, j'ai trouvé juste un Google Colab où ça fonctionnait bien, mais sinon j'ai essayé de le faire en code, c'était un peu compliqué, et je vous mets quand même le collab ici. Est-ce qu'il s'est mis? Donc ça, en fait, ça va vous permettre de tester Crawl4AI, tout simplement en recopiant ce qu'il y a dans le Google Colab. Je vais vous montrer rapidement. Donc oui, c'est du code, oui, ça fait peur, mais vous inquiétez pas, vous avez juste appuyé sur les play juste à côté, là, pour lancer toutes les dépendances Python, etc. Et c'est juste qu'à un moment donné, bah, là, vous pouvez changer les types d'URL. Ici, vous allez pouvoir changer les URL, en fait, ça va scraper automatiquement, comme si vous avez le code directement, ok. Je rentre pas dans les détails, mais voilà, vous avez tout, en fait, tous les trucs. Si jamais là vous voulez juste faire un basic setup, un simple crawl, bah, vous mettez juste l'URL et ça va vous sortir le résultat. Là, vous pouvez, avec la documentation, regarder ce que vous voulez enlever, sortir. Là, il va le mettre bien et le mettre en Markdown. Là, il peut analyser uniquement tous les liens et filtrer certains liens. Si c'est des liens internes, des liens externes, sur un seul et même site. Récupérer toutes les images d'un site, récupérer toutes les balises, etc. etc. Faire pas mal de choses. Voilà. Donc, pour les codeurs, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Pour les non-codeurs, appuyez sur les petits play et faites des tests. Voilà.
Et ensuite Tavily qui est un peu l'équivalent de SERP API, pour ceux qui connaissent. En gros, ça va permettre au LLM d'aller directement sur internet de façon plus optimisée. Pour le moment, c'est pas encore intégré nativement sur NVIDIA, mais je pense qu'avec un HTTP request, il y a moyen de faire certains trucs. Mais voilà, ça peut aider aussi à certains types d'outils si on n'a pas envie de payer Google, ou si on veut pas utiliser Google, ou si on veut utiliser Perplexity aussi. Enfin, il y a pas mal de choses maintenant pour faire que les IA communiquent avec Internet. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et vous avez 1000 API par mois de crédit, de faire 1000 requêtes, je présume. Donc bon, il y a quand même de la place. Et puis bien sûr, après, vous connaissez la technique, hein, vous mettez un petit plus après avant votre arrobase. Oh, bah, bizarrement, vous avez un deuxième compte sur la même adresse mail. Oh, c'est fou ça. Donc voilà, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à profiter des crédits gratuits. Ici, on fait que du gratuit. Et ensuite, je vous ai mis 3 autres petits projets. Crew AI, où c'est le plus développé en termes d'agents. Donc c'est ce tool-là que je vous ai dit où vous créez un prompt et cet agent va créer automatiquement des agents définis pour votre prompt sans forcément pouvoir le faire vous. Vous pouvez le faire aussi, mais juste qu'en fait il est prévu pour créer d'autres agents. Okay, et après ces agents exécutent les tâches, etc. Mais voilà. Donc là, ils ont sorti il n'y a pas longtemps leur version web. Bon, elle n'est pas super encore stable, mais ça permet de faire des choses et au moins de tester. Et si jamais ça vous plaît, bah, vous avez le code open source de GitHub pour faire la même chose directement sur votre VS Code. Voilà. Ensuite, vous avez aussi Diffie qui permet de faire des petits agents IA sur le web un peu plus facilement. Il n'y a pas du tout besoin de rentrer dans le code ou quoi que ce soit. Vous avez déjà des templates préfaits pour faire vos prompts, utiliser des variables, faire votre base de données, que ce soit des sites, des templates, des PDF, ce que vous voulez. Et ensuite, vous faire une petite fenêtre de chatbot, faire pas mal d'agents aussi comme ça. Pas d'automatisation, par contre, c'est uniquement pour les agents IA là-dessus. Mais il y a quand même pas mal de trucs à faire avec ça. J'ai utilisé beaucoup. Et je vais certainement continuer. Il faudra que je m'y remette, parce que je pense qu'il y a des trucs que je préfère faire sur DeFi que je peux pas faire sur Unlimited et vice-versa. Et le dernier truc en termes d'agents, c'est sur Microsoft. Bon, ça, ils l'ont sorti il y a quand même un petit bout de temps, parce que je l'avais vu en octobre 2023. Donc au début, c'était un petit peu compliqué. Là, maintenant, ça va un petit peu mieux. Je pense qu'ils ont amélioré. Ils ont notamment mis aussi une interface visuelle avec Gradio dessus. Donc c'est plus facilement exploitable pour les non-codeurs. Mais voilà, ici, en fait, c'est là où on crée nos agents, certains types de création, de types de prompts ou d'outils, machin. Et ensuite, quand on run, bah, ça va faire les agents les uns après les autres, etc. Et là, comme je vous ai dit, ils ont mis bien la petite interface visuelle pour faire ces agents. Donc du coup, ça ressemble à ça. Vous avez des blogs, vous créez vos agents, vous promptez les agents à l'intérieur, et ensuite vous laissez faire la magie, opérer des agents. Voilà à peu près les trucs autour, parce qu'il n'y a pas que Nuited non plus. Mais c'est vrai que pour ce qu'on fait, Nuited, c'est quand même relativement plus simple, surtout quand c'est des flows d'automatisation. Ok, bah du coup, je vais vous montrer, maintenant qu'on a fait toute la partie théorique, je vais vous montrer un petit peu en pratique comment ça fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Donc après, oui, vous allez rigoler, hein, parce que je vous ai parlé des databases vectorielles, etc. Vous n'allez pas, vous allez pas en voir là actuellement, mais t'inquiète. Franchement, peut-être prochain live. En gros, là, ce que j'ai fait, non, je vais pas prendre celui-là, parce que lui, il est un peu simple. Prends celui-là. Ici, c'est mon petit laboratoire pour faire des articles de blog très sympathiques. Donc, j'ai la possibilité de remplir un formulaire sur n où j'ai juste à mettre une URL YouTube. Okay. Cette URL YouTube, je vais extraire son ID, donc la fin de l'URL. Ici, c'est un bloc custom pour faire les appels API pour récupérer la transcription de YouTube. Ensuite, ici, je l'ai nettoyé pour récupérer uniquement le texte et pas l'horodatage, enfin l'autre truc de l'horodatage. Ensuite, une fois que c'est fait, ce transcript-là, je le passe dans une IA où il a juste un prompt classique de réécriture.
Je suis chaud de faire ça clair, le Stack Overflow. Stack Overflow ou du Airtable, ou du Notion, ou la documentation Bubble en ASMR vectoriel. On peut faire des trucs, hein. De toute façon, c'est sur Internet, c'est public, hein, donc tant pis pour eux. Ensuite, une fois que le transcript est fait, moi je commence à créer mon enregistrement pour commencer à stocker les données. Là, c'est si j'avais utilisé un webbook, c'est pour faire des trucs, enfin bref. Ensuite, ici, je me notifie sur Slack que l'article est en train d'être créé. Ici, je rajoute tout ce qui est contexte, donc la marque à qui je m'adresse, mon ton de voix, mon style de voix. Je le passe dans une IA qui est spécialisée pour l'analyse. Donc ici, je lui remets en fait toutes les informations de mon branding là, plus le résumé ici, plus après un prompt. Ok, tac, tac, tac. Lui, bah, du coup, ça va être Gemini, parce que du coup, il a 2 millions de contextes, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Ici, le nœud output parser dont je vous ai parlé, bah, en fait, moi, je veux qu'il me réponde tout le temps de cette façon-là. Ok, donc il y a l'analyse, les concepts principaux, la structure pédagogique, la progression logique, etc. Donc ça veut dire que une fois qu'il finit son output, l'IA va toujours me répondre en JSON de cette façon tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de récupérer ces éléments pour les mettre dans Airtable. Ensuite, une fois que c'est fait, petite structure. Pareil pour la rédaction, je le stocke, tac, tac, je le stocke, je rédige, je stocke, je rédige, je stocke, je rédige, je stocke. Ah, vous allez me dire, mais oui, mais il n'y a pas les agents IA. Moi, c'est pas faux, ça. C'est parce que, vu que Gemini que j'avais utilisé, eh ben, ne prenait pas en charge les outils au moment où j'ai fait les trucs, donc je me suis dit, étant donné qu'en fait c'est que de la rédaction, là pour le coup, et vu qu'il a 2 millions de contextes, ben en fait, le truc c'est que je lui envoie le contenu directement dans le prompt, et, et ça fonctionne bien. Ok. Par contre, j'avais testé, parce que j'ai quand même fait des agents IA, faut pas déconner, faut que je le retrouve, celui-là je crois. Voilà. À la base, c'était ça. Sauf que, bon, c'est passé des choses, et j'ai trouvé que c'était plus simple, en fait, de ne pas forcément utiliser pour de la rédaction ce genre d'agent. Mais c'est parce que j'étais encore avec Claude. Donc, en gros, ce qui se passait, c'est que, bah, je crois que j'ai encore la base. Non, ouais, non, j'ai pas la base. En gros, j'avais un prompt, enfin, un clic sur Airtable qui envoyait un webhook avec les informations pour créer des angles de style de post de réseaux sociaux. Et en gros, pour que ce soit le plus simple possible, il me semble que là, je récupérais, je crois, l'ID Airtable. Attends, non, l'ID Airtable, c'était pour où? Attends, je sais plus. Ah oui, si, c'était pour ici. Donc en gros, là, pour l'article de blog, j'ai récupéré enregistrement. Ok. Là, ici, lui, c'était pour analyser les posts en amont, pour commencer à créer une petite structure d'article. Et après, à partir de là, une fois que ça a commencé à avoir la structure, là, les agents pour rédiger, là, je leur ai bien collé info article. Et du coup, là, je lui ai fait juste récupère-moi un seul enregistrement, et c'est l'enregistrement qui est en cours d'être fait. Donc, c'est pour ça qu'ici, là, il y a Record ID que j'ai besoin de récupérer là-dedans. Okay, donc, dès qu'il y a mon Airtable, je sais qu'après, tous les agents qui vont passer derrière vont être automatiquement obligés de récupérer l'enregistrement qui a été écrit ici. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser les agents, bah, là, il va récupérer le ton de voix, il va récupérer la marque, il va récupérer le persona et ensuite récupérer l'article. Donc, comme ça, au bout d'un moment, il a pas mal de contexte, toujours en structure JSON. Je le stocke, j'écris, je 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 stocke, fin. Ok. Et en fait, à partir de là, je voulais essayer de faire une rédaction complète en juste mettant un agent et le Airtable. Mais je me suis confronté à que ça bug, et c'est pour ça que du coup, je l'ai passé de cette façon-là, où clairement, en fait, il y a tellement de contexte que bah, ça me gêne pas de lui balancer 150 000 milliards de textes. Mais voilà, ça permet de faire ce genre de choses. Après, je crois que j'ai un autre exemple quelque part.
Mmh. Ah si, pour les documents Supabase, j'avais commencé. Donc, j'ai pas menti, hein, j'ai quand même testé. C'est juste que j'ai pas eu forcément le besoin de mettre des documents dans Supabase, mais typiquement, on peut totalement le faire. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, bah, par exemple, tous les articles de blog que je génère sur Airtable, rien n'empêche que chaque article, je prenne l'article rédigé, je l'envoie dans une base Supabase qui est vectorisée. Comme ça, peut-être que pour la rédaction du prochain article de blog, ce serait bien qu'ils prennent en compte les autres articles de blog pour voir l'écriture, vu qu'ils ont été relus et vérifiés, pour ensuite potentiellement s'exprimer et, par rapport à ce contexte-là. Ok. Ouais, j'avais commencé à faire des trucs, hein. C'est vrai que j'ai pas terminé. En fait, le problème qu'il y a sur Supabase, si vous voulez faire du Supabase, c'est que sur la partie gratuite, si votre base de données elle est off à un moment donné et pendant longtemps, vous allez perdre tout ce que vous avez fait. Donc après, je dis pas que c'est parce que c'est m'arrivé que j'ai pas continué Supabase, c'est faux. En fait, il faut simplement que vous mettiez un nœud en plus, un workflow en plus, qui va juste dire à votre database d'aller regarder des données tous les jours. Voilà. Comme ça, moi, vous êtes sûr que votre base de données, elle est active, parce que bah, du coup, il y a la synchronisation qui va faire pour aller choper la base de données. Donc, Supabase va considérer que votre base est active. Donc, vous n'allez pas vous la faire supprimer. Si, moi, Nuiten, il est bien hosted. Mais Supabase, non. Parce que j'ai essayé de le faire sur mon serveur, mais, mais je crois que j'ai pas mis les bonnes configurations. Du coup, non, Supabase, du coup, il est très bien en cloud. Et donc là, par exemple, si on embed par exemple des documents, ici, à chaque fois qu'on va utiliser une base de données vectorielle, il va falloir du coup, si vous vous souvenez, prendre les embeddings. Donc c'est ce qui va permettre de transformer le texte en vecteur. Donc il faut toujours un modèle. Alors là, pour le coup, vous cassez pas la tête, hein, vous prenez tout le temps celui-là, le small ou le large, ça dépend de votre type de contexte. C'est OpenAI, ça coûte vraiment des cacahuètes, voire peanuts, voire je sais même pas si c'est gratuit, mais ça coûte vraiment que dalle. Et pour le moment, en fait, il n'y a pas forcément d'autres modèles d'embedding, sauf si ça a changé. Ok, ça a changé, avant il n'y avait pas tout ça, mais voilà, donc si vous avez une clé OpenAI, n'hésitez pas. Après, je sais pas du coup si les modèles OpenRouter fonctionnent sur les embeddings OpenAI, aucune foutre idée, à tester, mais voilà, vous avez toujours besoin, dans tous les cas, de coller un embedding pour que le document se fasse comme ça. Et ensuite, pour le document en lui-même, ici, hop, donc vous avez soit la possibilité d'utiliser du GitHub, ok, soit de récupérer de la data dans des étapes précédentes. Ok. Donc, qui dit étape précédente dit vous envoyez un document. Ok. Et ensuite, dans ce document-là, vous avez besoin du coup de faire un chunk, donc soit par caractère, ok, donc juste par voilà, caractère, soit par token, soit par des recursively, c'est comment c'est répétition, redondance, rethème, un truc comme ça. Et comme ça, en fait, il fait un peu automatiquement. C'est pour ça que c'est mis, c'est recommandé dans les, euh, les usages les plus courants, parce que c'est le moins chiant à configurer. Et une fois que ça fonctionne, et bah du coup, ça va vous le rentrer dans Supabase. Et après, dans Supabase, vous allez pouvoir aussi le consulter. Vous aurez votre partie texte et la partie embedding vector. Et ça permet de faire ça. Et du coup, si on plug un agent IA, ici, là, ici dans les tools, là, si on met du Supabase, du coup, là, on va pouvoir récupérer certains documents. Ok. Donc là, étant donné qu'on l'a déjà connecté à un tool agent, bah, il va le prendre directement en mode retrieve document, comme c'était un tool pour AI agent. Là, si c'est connecté, bah, du coup, vous avez votre base de données à aller chercher. Vous pouvez faire des limites. Et après, un peu plus filtré. Et à l'intérieur, vous voyez qu'il faut bien, du coup, rajouter un embedding. Donc, là, on a dit, bon, bah voilà, on a la preuve qu'avec un OpenRouter, ça ne fonctionne pas. Donc, laissez en OpenAI. Et, il faut refresh. Salut Cyber. Et là, du coup, on peut mettre le embedding ici. Et donc là, étant donné que c'est un tool, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin d'utiliser le chunk, parce que du coup, le chunk, ça a été fait à l'upload des documents et pas à la retrieval. Okay.
Donc après aussi, je vous avais dit sur memory, si vous utilisez Postgre, ici, dans vos credentials, ça sera de mettre vos identifiants Supabase, si vous voulez stocker la conversation. Okay, et quand je dis conversation, c'est que... Attends, il est où mon truc? Paf, paf. C'est que ici, dans les nœuds N8N, soit on peut cliquer manuellement pour faire l'action, soit ici, on a chat message. Donc du coup, si le chat message, je le mets ici, en gros, ça va permettre que pour l'agent IA, soit on va utiliser le prompt qu'on lui donne avec le chat ici, ok, soit on peut du coup définir un prompt en plus, soit réutiliser le chat ici et lui mettre un message système ici. À savoir qu'il y a certains modèles d'OpenAI qui ne supportent pas le système message, notamment le O1. Voilà, donc vous n'allez pas non plus pouvoir prompter 150 000 fois des trucs, ce qui est un petit peu bizarre d'ailleurs, tandis que R1 tu peux, OpenAI O1 tu peux pas. Et en plus c'est pas grave parce que ça coûte la peau des couilles, donc c'est pas gênant de pas s'en servir. Ok. Donc soit avec le chat, et une fois qu'on a plug le chat, on va pouvoir utiliser la mémoire, et du coup la mémoire va aller se stocker à chaque fois qu'il va y avoir une conversation, etc. Soit du coup on n'utilise pas le chat, du coup on n'a pas besoin de la mémoire, et on peut mettre par exemple un nœud Airtable juste avant, genre ça, hop, et du coup après récupérer les nœuds d'avant, le mettre dans le prompt ici comme j'avais fait pour les articles de blog. Tu utilises l'API qui peut utiliser un assistant. Ouais, mais je crois pas que tu puisses utiliser des assistants. Si. Attends, je vais vérifier. Parce que je crois que tu peux utiliser tes modèles fine-tunés. Toi ici, j'avais fait des modèles fine-tunés, tu peux. Mais les assistants, je pense que c'est pas dans le AI Agent. En vrai, ça fait un bon bout de temps que je l'utilise plus, mais du coup, Basic LLM. Est-ce que. Et encore, je crois pas, hein. Et par contre, sur le module make, tu peux. Tu vois. Je vérifie. Non, c'est toujours les mêmes trucs. Non. Oui, dans le playground d'OpenAI, tu les as. Mais je voulais voir si. Ah, peut-être. Ah oui, voilà, ok. Faut le nœud OpenAI pour faire les assistants. Ok. Mais du coup, ce truc-là, on peut pas le mettre genre en mode chat modèle, quoi. Genre, on peut pas faire ça, quoi. Voilà. Du coup, on peut pas utiliser un assistant dans les chat modèles d'AI agent, ce qui est quand même un petit peu con, je trouve. Parce que pour le coup, moi qui suis pas trop fan de OpenAI, les assistants sont quand même plutôt cool. Oui, il y aura le replay, Amélie, ne t'inquiète pas. D'ici fin de soirée, je pense. Euh, Ça, pour le coup, c'est un peu bête. Donc peut-être qu'il y a moyen de contourner avec des bases URL ou je sais pas trop quoi. Mais ouais, c'est un petit peu bizarre. Parce que en plus, ce qui est. En fait, dans les assistants, c'est que tu peux lui mettre des outils. C'est ça qui est chelou. Tac, si on va dans le playground. Parce que là, du coup, si je veux me créer un autre assistant, là, ici, dans les tools, je peux lui configurer des trucs, quoi. Donc c'est bizarre qu'on puisse pas les plugs sur NUTN. Ou peut-être ce sera dans une mise à jour, je sais pas. Attendons la réponse de l'ambassadrice. Mais ouais, pour le moment, c'est pas trop le cas, quoi. Euh, et après, par exemple, si on se met, je sais pas moi, du petit Google Calendar ou du Gmail ou quoi, on peut aussi prompter l'IA que, bah, du coup, par rapport aux mails reçus, si on a une boîte spécialisée dans les trucs de rendez-vous, bah, ensuite, après, de calculer automatiquement les créneaux adéquats dans Google Calendar, de faire les invitations toutes seules, de renvoyer un mail par-dessus, etc., etc. On peut faire vraiment des trucs cool. Ah, pour le coup, moi, la seule vraiment, vraiment vraie utilité des agents IA, pour le coup, ça va être pour faire de la rédaction. Et le truc que j'aimerais bien faire, où j'ai pas forcément trop réussi hier ou avant-hier, c'est de faire un agent de Reasoning Agent qui puisse en fait automatiser la création d'applications pour des métiers. Euh, bon,
Je pensais que ça allait être simple. Un petit peu complexe, quoi. En fait, le truc aurait été plus simple si DeepSeek R1 avait potentiellement accès aux outils, ce qui n'est pas le cas. Mais, mais parce qu'en plus, c'est possible en soi. En gros, tu as un agent principal ici avec DeepSeek, le grand Manitou des agents, là. Tu lui mets un bon petit modèle, tu lui mets un bon petit prompt en mode t'es un craquitos dans l'analyse des métiers, machin, machin, machin. Mais si tu as besoin d'un petit peu plus, tu peux aller chercher en ligne. Et pour le moment, c'est pas le cas. Donc tu es obligé de dépendre en fait de son contexte à lui. Après, je pense que vu qu'il met vraiment, 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 vraiment beaucoup de temps à répondre, il a le temps de faire des trucs, quoi. Et après, du coup, de cet agent DeepSeek là, j'ai vu dans pas mal d'autres vidéos sur YouTube que quand tu utilises, genre par exemple R1 là, par exemple, là, attends, je vais le renommer R1, que carrément, en fait, pour les autres agents, ils mettent le prompt que le R1 a sorti directement dans le prompt. Comme ça, au moins, il n'y a pas forcément trop de complications. Bien sûr, je pense qu'on peut commencer après prompt l'agent d'après, et ensuite rajouter le prompt que R1 a généré pour le mettre dans l'autre agent, etc., etc., etc. On peut faire ce genre de truc, je pense. Euh, Après, on peut plug aussi un R1 au-dessus de R1 qui va superviser R1. On peut faire vraiment Inception. Après, c'est ça qui est cool. C'est que, après, je pense qu'il y a pas trop de limites dans. Oh putain, j'en ai un peu fait beaucoup. Genre après, là, on peut faire un regros assistant qui va reprompter d'autres assistants. Ensuite, là, ici, tu as tous tes trucs là. Euh, Donc en fait, c'est soit on peut faire les agents comme ça, un par un. Ok. Soit on peut le faire comme ça. Soit le mieux, c'est quand même de faire un agent par workflow. Et une fois qu'on a fini nos workflows, de faire un call NUIT workflow, de nommer bien le truc, de faire la source, etc. De mettre par exemple, je sais pas moi, article sur article. Et si jamais à un moment donné il a besoin de rédiger un article, bah du coup il peut le faire ici. Si jamais vous avez un autre workflow qui permet, je sais pas moi, d'aller récupérer voilà, des trucs sur Papers, bah là du coup vous avez votre truc Papers, vous avez votre truc d'article, et après rien ne vous empêche comme ça de faire en fait tout le workflow, de le plug à un seul agent, cet agent peut utiliser ensuite plein de trucs, etc. etc. Là pour le coup c'est un petit peu les balbutiements des agents. En fait le problème c'est que moi j'ai pas forcément de cas concret d'usage, mais je pense que ça va venir, notamment pour tout ce qui est données financières. Parce qu'il y a il y a des gens qui sont intéressés pour comment dire, pour aller plus vite dans l'extraction et la visualisation de data, sachant que du coup, bah, les IA le font très très bien. Donc ça, potentiellement, de faire du Supabase, de rentrer du CSV à balle et de prompter des IA ultra techniques financièrement, ça peut être un truc, quoi. Après, pour le coup, je sais que Unlimited va rajouter d'autres tools. Ça, c'est pas un problème. Mais pour le moment, on peut faire déjà quand même pas mal de choses. Et un petit peu pour terminer, en fait, c'est vraiment que du texte. Parce que là, comme je vous avais dit, je vais pas sauvegarder cette merde. Euh, pour les articles, en fait, en testant avec les tools, j'ai eu l'impression que le truc était complètement. En fait, avait moins de contexte quand j'ai utilisé Claude. Parce que vu que c'est un agent, il a des prompts supplémentaires, enfin, il a une autre façon de penser, et que quand tu lui mets un tool, ça serait, enfin, un agent tool, c'est vraiment pour utiliser un outil. Ça sert à rien forcément de lui mettre peut-être une ligne Airtable pour couper son contexte ou couper sa possible meilleure rédaction s'il était dans un prompt tout seul, quoi. Donc là, pour le coup, moi, c'est des exemples de rédaction dont j'ai eu besoin. Et j'ai trouvé que ça, c'était beaucoup plus pertinent que le mettre en tool agent, quoi. Après, si vous voulez, par contre, aller un petit peu plus loin sur les agents, vous avez bah, voilà, Quentin, la chaîne de Quentin, qui fait presque tous les jours, tous les 2-3 jours, des scénarios à unité, donc n'hésitez pas là-dessus. Moi, je voulais vraiment poser plus les bases de comment ça fonctionne un agent,
et ensuite que chacun fasse ses petits trucs, ses petits tests, quoi. Donc, je vous mets la chaîne là, et après, bien entendu, que hein, vous avez tous les US qui font à balle et à balle et à balle de vidéos, quoi. Je pense que là, si je vais dans mes abonnements, je pense que je dois avoir au moins 5 ou 6 vidéos qui parlent d'agent N8N IA, quoi. Voilà, chatbot de raisonnement. Ensuite, quoi d'autre? Du N8N, du N8N, du N8N. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs, quoi. Donc, ça peut être sympa, quoi. 17h, il y a une présentation des plans de N8N pour 2025. Bah écoute, ça sera trop bien. N'hésite pas s'il y a des nouvelles trucs pour le self-host aussi, notamment peut-être les projets, ça serait pas mal qu'on ne soit pas obligé d'avoir le plan Enterprise pour gérer ses projets sur N8N. Mais voilà quoi. Et, c'est vrai qu'un petit React, des notes de mise à jour, pas mal quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a moyen que je fasse un petit live React Feature Software aux alentours du 14 février. Vu que je suis en ambassadeur software, j'ai des petites nouvelles. Donc, il faudra que je les teste. Et dès que je les ai un petit peu testés, je pourrais vous balancer tout ça. Ça va être cool. En tout cas, voilà, pour les IA, je vais pas faire plus. Je pense qu'après, ça reste vraiment des tests. Et si jamais vous avez des problèmes sur N8N, n'hésitez pas du coup à faire une base de données de la documentation N8N à un agent IA pour lui redemander qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça peut être pas mal également. Notamment, si vous prenez un Firecrawl par exemple, on va faire un petit test ensemble, comme ça vous comprenez un petit peu le truc. Si par exemple je prends cette URL-ci, que je vais dans Firecrawl, que je vais dans mon dashboard, que je fais mon playground, que je mets une URL. Donc en gros, juste avec une URL, il va pouvoir récupérer pas mal d'informations dessus. Donc ça évite de faire ce que j'ai fait sur... c'est où? Là. Donc en fait, le fait de faire HTTP request Markdown, HTML to Markdown, un Firecrawl, un nœud Firecrawl suffit, vous n'avez pas forcément besoin du Markdown. Là, c'était une loupe en fait pour récupérer, pour scraper plein d'articles de blog. Et là, du coup, ça vous sort en fait toute la page intégration. Et dedans, si par exemple on fait crawl, normalement, si le site N8N est bien fait, dans tout ce qui est comment ça s'appelle, les nodes, normalement, en fait, c'est des pages à chaque fois. Donc là, du coup, il va ressortir toutes les pages d'intégration N8N. Et ensuite, comme ça, on peut les stocker, aller chercher une IA qui va aller récupérer chaque page, etc., etc. On va faire pas mal de trucs sympatoches. Bon, du coup, c'est un petit peu long parce que, bon, bah, suivant la taille des sites, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et sur N8N, c'est pareil, si le site est un petit peu trop long, il se peut que vous deviez relancer le nœud. Mais si par exemple je le fais là, hop, ici. Donc là, c'est map a website and get URL. Si je prends ça, du coup, ça le fait en parallèle sur le dashboard aussi. Voilà. Bah, et là, du coup, ça m'a sorti tous les liens de la documentation N8N. Libre à vous de récupérer les informations de chaque URL et de les stocker quelque part et de vous faire un petit chatbot sur N8N. Voilà. Donc, tu voulais le faire sur Slack Overflow, bah, on peut le faire sur N8N aussi. Et du coup, après, on peut le faire sur Airtable, on peut le faire sur Notion, on peut le faire sur Bubble, on peut le faire sur LangChain, on peut le faire sur n'importe quel document. Et du coup, d'extraire tout ça, peut-être que ça peut être l'occasion d'un petit live express de prendre tout le truc N8N, de faire un exemple en fait de chatbot de ressources, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que ça va plus vite sur N8N que sur l'app en elle-même, quand même. Mais
Ah putain, Slack Overflow, ouais, ok, non mais ok, non mais oui, non, mais je suis complètement. C'est pour ça que tu parlais de ça, moi. Ah oui, par contre, faire une base de connaissances sur le Slack No Code France, c'est pas mal ça. Mais bon, faut avoir accès aux API, quoi. C'est pas tout le monde qui a accès aux API Slack de No Code France. Mais ça, par contre, pour le coup, tu fais un chatbot sur Stack Overflow, la moindre question tech, t'es sûr que t'as la réponse, hein. Donc ça peut être pas mal. Bon, du coup, heureusement que je voulais montrer sur Unwritten, comme ça floppe pas. Mais du coup, après, l'avantage, si vous utilisez le Firecrawl ici, c'est que vous faites un split de tous les liens. Comme ça, vous avez vraiment bien 1165 items. Et ces 1165 items, vous pouvez les mettre dans Airtable, que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Comme ça, je le prépare pour la prochaine fois. Si vous voulez aller sur la nouvelle appli No Code France, je vous ai mis le lien. Donc du coup, ici, là, moi, si je me mets un N8N intégration, merde, je devrais dupliquer, par contre, je suis con. Donc voilà, après, là, cette base de données, j'ai récupéré tous les articles de blog d'Airtable, etc. C'est. Voilà, et après, on peut imaginer des trucs, quoi. Donc là, si je mets N8N intégration, hop. Du coup, là, j'ai juste à revenir ici de sélectionner bien ma table, qui va apparaître ici. L'URL, c'est celle-ci. Le tag, est-ce que j'ai besoin de mettre un truc? Non, on s'en bat les couilles. Contenu, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Hop. Et du coup, là, si je fais test, voilà, j'ai les 1000 liens qui vont arriver ici. Donc après, j'aurais pu très bien les mettre directement dans Supabase Direct, vu que j'ai pas de base actuellement. Mais par contre, ce que je peux faire après, c'est qu'une fois que j'ai tous mes liens. Ah ouais, attends, là, il y a un problème là. Ça me met 1100 fois la même truc. Ouais, ça sera. Il y aura le replay, ne t'inquiète pas. En plus, c'est bien, j'ai fait de la merde. D'ailleurs, Claire, tu sais pourquoi là j'ai pas les autres liens, j'ai que 1100 fois le même lien là? Qui m'a pas pris ça là? Aucune idée, bah super. Allez. Voilà. Bon, voilà, il peut y avoir des petites couilles, hein. Après, n'hésitez pas à faire vos propres tests. Parce que là, du coup, ça va. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis stop, hein, mais ça va continuer jusqu'à ce que ce soit terminé, donc c'est cool. Et je vous jure que normalement, ça fonctionne. Mais en fait, voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça que je préfère faire de la théorie sur Twitch. C'est que au moins, quand tu veux faire des tests, bah, t'as pas trop l'air d'un con, quoi. Bref, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, faire tout le tintouin habituel. Le replay sera sur ma chaîne YouTube. Vous avez le replay sur Twitch et je mettrai le lien sur le Slack. Et en effet, on se voit la semaine prochaine pour le meet-up. Et d'ici là, portez-vous bien. Des bisous.